Aux échecs, la stratégie est essentielle. Nous allons le vérifier avec le sujet que nous allons étudier à présent, la structure de pion, un concept stratégique assez complexe. Allons-y. Tout d'abord, nous allons voir la stratégie générale, et nous le ferons à travers un exemple. Regardez. Après les premiers coups typiques de la défense française, nous voyons que les deux camps montent une chaîne de pions. Les Noirs, avec le coup C5, veulent briser celle des Blancs. Les Blancs, pendant ce temps, s'efforcent de maintenir l'unité de la leur en se déplaçant en C3. Si les Noirs prennent en D4, les Blancs peuvent reprendre avec le pion et maintenir une chaîne de pions forte au centre. La stratégie s'articule autour de l'attaque de ces chaînes de pions. Dans ce cas, les Noirs développent le cavalier dans le but de créer une rupture sur la case clé D4. Les Blancs répondent en défendant cette case avec un cavalier. Et les Noirs insistent en ajoutant plus de pression, maintenant avec la dame. Le bras de fer se poursuivra jusqu'à ce que la chaîne parvienne à se maintenir ferme ou qu'elle se brise. Maintenant, regardez ce qui arrive si les Blancs brisent leur chaîne. S'ils prennent en C5, le pion E5 est isolé et sera plus difficile à défendre. Si l'un d'entre vous y avait pensé, la réponse F4 ne serait pas valable, car les Noirs peuvent faire une rupture en F6, et après les prises, avoir deux pions au centre contre aucun pour les Blancs. Ce sont les plans et les stratégies qu'on peut rencontrer dans ce type de situation. Parlons maintenant de ce que l'on appelle les îlots de pions, un concept inhérent à la structure de pions. Analysons deux exemples. Regardez dans ce premier les structures des deux camps. Les Blancs ont 4 pions, divisés en deux groupes. Nous dirons qu'ils disposent de 2 îlots. Les Noirs, de leur côté, ont 4 groupes, soit 4 îlots qui, en étant séparés, ne collaborent pas entre eux. Plus il y a d'îlots de pions, pire c'est. Nous voyons que, bien que les Noirs aient un pion en plus, ce sont les Blancs qui ont le plus de chances de gagner la partie. Notez que le pion H7, solitaire, contrairement au pion blanc, est extrêmement vulnérable. N'ayant pas de compagnon près de lui, ce pion ne pourra être défendu que par des pièces. Cela mettra dans une position inconfortable les Noirs, qui voient un autre de leurs pions faibles attaquer. Pendant que le fou vient à sa défense, les Blancs reviennent à la charge et augmentent la pression sur H7. Encore une fois, le pion noir ne peut être défendu que par des pièces. Le résultat est que les Blancs ont déjà un avantage positionnel important. Comme nous le voyons, alors que les Noirs sont obligés de se défendre, les Blancs assoient de plus en plus leur position dominante. Face à la menace des Blancs de mettre leur pion en G6, les Noirs tentent de réagir par fou F8 pour expulser l'armée ennemie. En le détectant, les Blancs changent à nouveau leur cible et déplacent leur tour en E6 pour attaquer un autre pion isolé. Les Noirs se défendent comme ils le peuvent et réussissent à échanger une tour. La réponse des Blancs? Ils mettent en jeu l'autre tour et se jettent sur 2 autres pions solitaires. Vous vous rendez compte de la faiblesse des îlots de pions? Revenons à l'échiquier pour voir comment les Blancs transforment leur avantage positionnel en victoire. Les Noirs font de leur mieux pour se défendre, mais quand ils essayent de rapprocher leur roi, le pion G blanc fait une rupture avec des effets décisifs. Le camp faible tente de maintenir l'équilibre matériel avec H6. Mais les Blancs menacent G7 et les pions ennemis commencent à tomber. Ici, nous voyons comment, après les échanges, le pion va coûter une pièce au noir et donc la partie.
Prenons un deuxième exemple d'îlot de pion. Dans ce cas, avec les deux dames sur l'échiquier. Regardez. Le roi blanc est protégé par une forte chaîne de pions, tandis que les noirs ont dispersé les leurs, excepté les deux qui protègent leur roi. Face à cette situation, les blancs lancent une attaque à la baïonnette pour échanger leurs pions contre un pion ennemi. Résultat, les blancs maintiennent la chaîne, tandis que les noirs se retrouvent avec un seul pion protégeant le roi. C'est un procédé typique pour détruire ce qui reste des chaînes ennemies. À présent, avant d'aborder les exercices, nous allons voir trois structures typiques différentes de celles de la défense française de l'exemple initial. La première se produit après le quatrième coup des Blancs, et c'est une défense Philidor. Les Noirs prennent. Les Blancs prennent en D4. Le résultat est une structure connue comme le petit centre. Les Noirs n'ont qu'un seul pion en troisième rangée, le petit centre, contre un pion blanc en quatrième rangée. Cela donne un léger avantage d'espace aux Blancs, car ils contrôlent plus de cases et meilleurs que leur adversaire. Celles indiquées en vert sont contrôlées par les Blancs, les jaunes par les Noirs et les rouges pour les deux. Par conséquent, grâce à leurs pions plus avancés, les Blancs ont un meilleur contrôle de la zone centrale. Le petit centre a plusieurs particularités stratégiques. Habituellement, les Blancs attaquent l'aile roi et recherchent la rupture au centre avec l'appui du pion F2. De leur côté, les Noirs ont l'habitude de jouer cavalier F6, fou E7 et recherchent le petit roc, en plus de faire pression sur le pion blanc en E4 par la colonne du roi. Voyons maintenant une structure sicilienne. Après les premiers coups, les Noirs peuvent choisir quelle structure sicilienne ils vont mettre en œuvre. Si E6, les pions resteront en ligne pour barrer la cinquième rangée. Si E5, il laisse un point faible en échange de gagner du temps et d'expulser le cavalier de D4, dont l'activité est fortement réduite. Qu'est-ce qui est le mieux? Comme presque tous les coups aux échecs, les deux ont des avantages et des inconvénients, de sorte que le choix ne pourra dépendre que de vous. Voyons finalement une structure typique de l'ouverture espagnole. Passons les premiers coups typiques rapidement jusqu'au 13e coup, qui va définir la structure de pion. Regardez, si les Blancs choisissent de prendre un E5, ils obtiennent une structure plus ou moins symétrique. 4 pions sur l'aile roi et 3 sur celle de la dame. Par conséquent, 2 îlots de pions pour chaque camp. S'ils se déplacent sur D5, ils ferment le jeu et définissent une seule chaîne de pions dans chaque camp. Les Noirs auront alors la possibilité de faire une rupture en F5 et les Blancs en A4 ou F4. Enfin, les Blancs pourraient jouer cavalier F1 pour maintenir la tension au centre plutôt que de le stabiliser.
Bien, nous allons mettre en œuvre à présent quelques concepts stratégiques sur les structures de pions. Les blancs ont le trait et doivent trouver le meilleur moyen de résoudre la tension entre le pion A5 et le pion B4 sur l'aile dame. Doivent-ils prendre, avancer ou attendre? Vous avez de 4 à 20 minutes pour vous décider. Vous êtes prêts? Allez-y. Nous allons voir la solution. La meilleure option est d'avancer le pion en B5. Regardez pourquoi. Si nous attendons, les noirs pourront prendre et activeront leur tour par la colonne A. Si nous prenons, nous provoquons un échange de pions qui n'aidera pas à obtenir un avantage. Par conséquent, le coup qui met les noirs en difficulté est l'avancée en B5. Il brise la chaîne qui limite l'activité du fou et celui-ci va travailler en tandem avec le pion. Les noirs doivent faire face à présent à l'attaque. S'ils échangent, nous observons que la pression sur B7 est insupportable. Par conséquent, le mieux qu'ils pourront faire sera d'empêcher l'attaque avec tour C8. Par conséquent, les blancs peuvent désormais échanger et envahir favorablement le territoire ennemi. Qu'en pensez-vous? C'est bon? J'espère que oui. Les blancs ont le trait. Vous avez de 3 à 15 minutes pour évaluer la position et décider ce que vous allez faire maintenant. Vous êtes prêts? Voici la solution. Certains d'entre vous ont peut-être pensé au coup tour C1 dans le but d'avancer le pion en C6. Même si c'est une idée intéressante, elle entre en collision avec la défense C6 des noirs et par conséquent, le pion reste bloqué et faible. Notez que les blancs ont 3 groupes de pions, 2 îlots faibles sur l'aile dame et un groupe fort sur l'aile roi. En revanche, les noirs ont un groupe fort sur l'aile dame, un moyen sur l'aile roi et un faible et isolé au centre. Pouvez-vous trouver le meilleur coup? En effet, c'était C6. Pourquoi? Parce que ce sacrifice de pion temporaire laisse les noirs avec 4 îlots de pions. Et comme vous pouvez le voir, ce qui était avant un groupe puissant s'est converti en 2 groupes faibles. En échange de ce sacrifice, les blancs ont la possibilité d'attaquer les faiblesses de l'ennemi. Rien de tel que la pratique du jeu pour l'apprendre. Voyons vos progrès avec un autre exercice pratique. Les blancs ont le trait. Vous disposez de 4 à 20 minutes pour décider lequel vous semble le plus fort. Vous êtes prêts? Découvrons la réponse. Félicitations à ceux qui ont choisi l'avancée en A4. Comme on le voit, les blancs ont une chaîne de pions très forte sur l'aile roi. De leur côté, les noirs ont 2 groupes. Avec ce coup, les blancs attaquent le plus faible des deux afin de laisser l'adversaire avec un pion isolé et impuissant. En outre, détruire la résistance sur l'aile dame des noirs va permettre aux blancs d'entrer avec leurs fous et leurs cavaliers pour achever la partie. Tout autre plan serait plus lent et moins efficace. Après ces exercices de stratégie, nous en savons à présent un peu plus sur la façon de gérer notre armée de pions. À présent, nous verrons les situations où le roi entre en action dans les finales de partie. Le roi, par sa marche, est une force de combat puissante que nous ne devons pas sous-utiliser. C'est en finale que le roi fait son apparition en agissant de manière très remarquable. Comme il y a moins de pièces ennemies, il sort en terrain découvert pour exercer une tâche très importante, surtout si son homologue est toujours enfermé dans le roc. Commençons par un exemple qui montre un roi dominant.
Comme vous le voyez, dans cette situation, le roi blanc est situé au centre, tandis que son homologue est toujours dans le roc. En tenant compte de ce facteur, les blancs acceptent l'échange de dames pour tout de suite après conduire le roi vers la zone sensible qui est habituellement la plus éloignée du roi ennemi. Ainsi, il est facile d'imaginer que dans ce cas, le roi noir n'arrivera pas à temps pour contrecarrer l'activité de son homologue qui a lancé une chasse aux pions ennemis situés sur l'aile dame. Nous avons vu que le roi noir n'arrivera pas à temps pour aider ses pions. Mais ces pions ont-ils un autre moyen de défense? Regardez ces deux magnifiques coups du cavalier D8. Grâce à eux, le cavalier et ses pions parviennent à former une barrière infranchissable pour le roi. Certes, le résultat serait une partie nulle. Même si les blancs peuvent jouer B4 et profiter de leur majorité de pions dans le secteur. Que peuvent faire les noirs maintenant? S'ils prennent en B4, ils finiront par perdre rapidement. Car ni le roi ni le cavalier ne pourraient empêcher que le pion blanc, défendu par son roi et par son fou, soit promu en A8. S'ils essaient de figer l'action sur l'aile dame et de ramener leur roi, en capturant finalement, ils permettraient au roi blanc d'accéder à la case B6, d'où il pourra prendre le pion. Notez que le roi blanc devra choisir le moment approprié pour cela. Car s'il prend le pion au mauvais moment, il pourrait être acculé. L'activité du roi a plus de poids que celle d'un pion. Ne vous précipitez jamais. Si cela arrive, la victoire blanche serait sérieusement compromise. Par conséquent, quelle serait la voie la plus efficace pour gagner la partie? Maintenir le roi actif et la pression. Pour ce faire, d'abord nous améliorions la position en déplaçant le pion en C4. Quand les noirs tentent de bloquer, nous les forçons à le faire, mais avec le cavalier. Ainsi, nous pouvons prendre le pion avec le roi et sortir sans problème, même s'ils essayent de nous acculer. Comme vous le voyez, les blancs consolident leur avantage, gagnent un pion, l'adversaire est mal en point. La dernière tentative des noirs avec leur cavalier sera également vaine, car les blancs viennent de gagner un deuxième pion et tiennent la partie. Ici, dans cet exemple, qu'arrive-t-il si, dans la finale d'une partie, nous avons les deux rois actifs? Soyez attentifs. Comme vous pouvez le voir, le roi blanc est sur G1 et le roi noir a le temps d'arriver pour participer à la lutte. Regardez. Après l'échange de dames, les rois sont mobilisés et le cavalier noir coupe l'accès au roi blanc. Car si celui-ci voulait passer en C4, s'ensuivrait cavalier C5 échec, en capturant l'important pion A4. Pour l'éviter, les blancs essayent de déstabiliser à nouveau la position du cavalier avec B4. Mais cette fois, les noirs arrivent à temps pour former une barrière impénétrable et contrôler la case clé C5. Dans cette situation, la partie devrait se terminer par une nulle. Voyons à présent comment s'articule la lutte pour l'activité avec cet exemple d'une partie jouée en 2002. Remarquez ici que les blancs ont deux plans qui sont issus de l'activité du roi. Faut-il le mettre en G7 pour attaquer F7 ou en B5 pour faire la même chose en C5? Dans ce cas, les noirs doivent se battre pour l'activité et ils peuvent le faire avec un coup comme F6 pour briser le coin, c'est-à-dire le pion blanc en E5. Les blancs réagissent par F4 pour renforcer le pion,
mais permettent aux noirs de jouer F5 et de fermer la voie vers l'aile roi. Il ne reste alors que l'option de mettre le roi blanc sur l'aile dame. En sachant qu'ils ne vont pas pouvoir l'éviter, les noirs décident de se battre pour l'activité et de concentrer leur attention sur l'autre aile pour finir, après quelques coups, par égaliser la position et la partie. Analysons maintenant une partie de l'ancien champion du monde, le grand Vassili Smyslov. Observez la position. A priori, tout paraît égal. 5 pions, tour et cavalier de chaque côté. Mais il y a un facteur qui fait pencher la balance en faveur des blancs menés par Smyslov, l'activité de ses pièces. La tour blanche domine la colonne ouverte et est beaucoup plus active que son homologue. Le cavalier blanc attaque les cases faibles de l'adversaire et est également plus actif que les noirs. Mais ce qui fait pencher la lutte est l'entrée du roi blanc, également beaucoup plus actif que le roi noir. Regardez, les blancs jouent roi E4 en menaçant de pénétrer en E5, d'où ils exerceraient une pression énorme. Comme dans l'exemple précédent, les noirs essaient d'activer leur roi, mais il maintient l'initiative avec tour D6. En profitant que ces pièces forcent l'adversaire à se défendre, le roi blanc entre, mettant en évidence la grande différence entre l'attaquant et son adversaire noir, qui peut difficilement se défendre. Dans une tentative désespérée de trouver une contre-attaque salvatrice, les noirs jouent tour C2. Mais il est trop tard. Le roi blanc va pénétrer au cœur de la position ennemie, en aidant à tisser un réseau de mates décisif. Dans une finale de partie, l'activité